Bonjour, je m'appelle Élodie Broussard. Je suis à l'origine de ce projet, Mémoire poétique d'explorateur, et je l'ai dirigé pendant 2 ans avec la participation des membres de la Société des explorateurs français. Olivier Archambault, donc je suis géographe et président de cette Société des explorateurs français. Et je remercie beaucoup Élodie d'avoir travaillé aussi longtemps et avec autant de persévérance pour recueillir ces formidables textes. Vraiment, je suis très heureux que ce livre soit enfin sorti. Bonjour, alors moi c'est Jean-François Clairvoy, astronaute. J'ai effectué 3 missions dans l'espace, très différentes les unes des autres, pour étudier l'atmosphère, pour ravitailler la station russe et pour réparer le télescope spatial Hubble. Et je suis un spécialiste de l'apesanteur avec les vols R0G. Et je remercie Élodie pour l'idée de ce projet et puis Olivier pour l'avoir soutenu. Et je suis ravi à travers ce livre de partager mon expérience, en particulier de voir la Terre et toute sa poésie depuis l'espace. Mémoire poétique d'explorateur, ça part d'un jeu de mots, puisqu'on part sur des mémoires, donc des textes écrits, et aussi sur la mémoire poétique. Et la mémoire poétique, elle est définie par Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être, comme cette zone tout à fait spécifique du cerveau qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus et ce qui donne à notre vie sa beauté. Et j'avais envie de connaître un peu cette mémoire poétique chez les explorateurs. Donc je me suis renseignée, il n'y avait pas de livre qui existait sur le sujet. Et donc je me suis lancée et je me suis rapprochée de la Société des explorateurs français qui a eu la gentillesse de m'ouvrir ses portes, de me faire confiance et surtout de voir l'intérêt du projet. Et j'ai été vraiment agréablement surprise puisqu'on m'avait dit que les explorateurs ne se confieraient pas, que c'était des machos. Et pas du tout. C'est vraiment tout en sensibilité, en poésie, en tendresse. Et on trouve vraiment tout un tas de témoignages variés sur des rencontres avec la grâce sous toutes ses formes. Et les droits d'auteur seront reversés à une bourse d'exploration de la Société des explorateurs français. Peut-être, Olivier, tu veux nous dire un mot sur la CEF ? Oui, bien sûr. Alors, la Société des explorateurs français est une sorte de club né en 1937 et qui a été fondé par des très grands noms que la plupart des gens connaissent, Jacques-Yves Cousteau, Ella Maillard, Alexandra David-Néel, et puis Audouin Dubreuil, le fameux patron des croisières noires et jaunes de Citroën. Donc, vous voyez, toute une histoire. Et puis, petit à petit, au fil des années, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'exploration française, européenne et mondiale aussi, sont venus au cœur de cette société. Et on peut citer des marins, des astronautes, des spéléologues, Jean-François par exemple, est un exemple parfait, et toutes sortes d'aventuriers plus ou moins connus, et beaucoup de scientifiques également. Voilà. Et quand Élodie est venue me voir pour ce projet, j'ai trouvé ça d'abord extrêmement original, et puis ensuite je me suis dit, voilà quelqu'un qui va toucher la profondeur de l'âme de ce que c'est l'aventure humaine, ce qu'est l'aventure humaine, pardon. Et là, on a quelque chose d'un peu impudique parfois, et qui fait justement toute la saveur de ce livre. C'est-à-dire qu'on va aller au creux de ce qui ne peut pas s'acheter. C'est quelque chose qui est non virtuel, mais bien réel. Et dans ce monde d'aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de la Société des explorateurs français et de ce genre de récit, c'est que ça ne peut pas s'inventer virtuellement, il faut le vivre. Voilà. L'exploration, que je distingue de la recherche d'une solution à un problème. L'exploration, on n'a pas de problème à résoudre, mais l'idée, c'est avec audace, parfois courage, curiosité, aller là où on n'est jamais allé. Ça, c'est la première tâche de l'explorateur. Mais la deuxième, qui est très importante, c'est de revenir et de témoigner, de rendre compte. Parce que quand vous revenez d'une expédition en milieu extrême, la première question qu'on vous pose, c'était comment ? Vous avez eu peur, vous avez eu froid, vous avez eu mal, c'était difficile, vous avez eu envie d'abandonner, etc. Et c'est la question qu'on pose le plus souvent aux astronautes, d'ailleurs. Comment c'était ? Et je suis ravi, grâce à ce projet d'Élodie, soutenu par Olivier et la CEF, d'avoir pu évoquer la Terre vue de l'espace. Parce que quand vous explorez, vous découvrez, et quelle que soit la nature de vos découvertes, y compris sur vous-même, ça émerveille. Et quand vous êtes émerveillé, vous êtes touché, ému. Et comment on émeut le plus le grand public? C'est à travers l'art. La musique, le cinéma et la poésie. Donc, je pense que ça touche beaucoup plus quelqu'un qui veut savoir ce que vous avez vécu, de lui raconter sous une forme poétique que sous une forme scientifique, blablabla. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas poète. J'ai raconté à Élodie. Elle m'a aidé à
à trouver les mots. J'ai parlé à Élodie des sensations principales du vol spatial, que j'énumère souvent, je simplifie. Il y a la sensation de puissance au décollage, il y a le ciel noir en plein jour, 2 minutes après le décollage, on est au-dessus de l'atmosphère, on est dans l'espace. Il y a l'apesanteur qui est très sensationnelle, c'est pas si émouvant que ça, mais c'est sensationnel, très ludique. Et puis la vue de la Terre, qui défile à 28 000 km/h. On fait le tour de la Terre en 1h30. En quelques minutes, on passe des déserts, à l'Himalaya, aux forêts tropicales, aux atolls turquoises de Polynésie. Et on en pleure. Et tout de suite, on a compris que c'était ça dont il fallait que je parle. La nature qui nous abrite. La nature de cet être vivant, climatique, géologique, tectonique, qui n'est pas fragile d'ailleurs. Vous voyez les volcans, les ouragans, les impacts d'astéroïdes, les aurores polaires qui vous montrent que la Terre a une vie extrêmement puissante, électrique, volcanique, etc. Mais elle abrite la vie. Et on se dit quelle chance on a d'être apparu sur cette planète. Et ça nous envahit. Et on se sent en communion avec la planète. C'est dans les premiers échanges, tout de suite, quand j'ai rencontré Élodie, qui est venue me voir dans mon bureau, qu'on a compris que c'est de ça que j'allais parler. Et grâce à la relecture et aux mots vraiment bien choisis d'Élodie, mais qui ne changeaient pas du tout le fond, j'espère que je transporterai le lecteur dans l'espace avec moi. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de voir cette petite boule bleue de très loin. Je suis extrêmement jaloux, n'est-ce pas? Mais la chose commune, je crois, dans tous ces textes, c'est vraiment cet instant de communion que tu as très bien décrit, Jean-François. Cet instant de communion, moi, ce qui m'avait frappé, c'était cette espèce de synthèse que l'on peut faire à un moment donné, qui n'est pas forcément attendue. Et c'est ça, la magie de l'affaire, hein, de cette poésie, justement. C'est cette rencontre, pour ce qui me concerne dans ce texte, entre cette espèce de ciel noir constellé de petits points blancs d'un côté et cette force énorme, tellurique, de la gravité de cette terre, comme tu dis, qui va très bien, merci pour elle, mais qui, et là, on se sent à la fois extrêmement vulnérable, petit, minuscule, et à la fois avec une force que seul, je pense, un humain conscient peut avoir. On sait cette fragilité, mais on sait aussi qu'on est là pour faire des choses formidables, transmettre ce qu'on a vu. Et c'est peut-être aussi ce que tu as très bien dit, Jean-François, aussi tout à l'heure, c'est que la différence peut-être entre un explorateur, un membre de la société explorateur et un simple voyageur, quelqu'un qui se promène sur cette terre, c'est qu'il a, je pense, une certaine forme d'obsession à ramener à l'autre, à ses semblables, ses aventures, ses sentiments, son savoir peut-être parfois, mais surtout que ça, le fait de partager des choses absolument merveilleuses qu'on ne peut aller chercher que quand elles vous tombent dessus finalement. Quand je dis que la Terre est puissante, on voit à la finesse de la couche d'atmosphère vue par sa tranche à l'horizon, à plus de 2500 km, on voit que le vivant tient à un filet de gaz extrêmement mince. La vie est fragile. Nous sommes fragiles. La Terre a bien voulu nous accueillir, le vivant, depuis plus de 3 milliards d'années, et faire évoluer, pour nous faire évoluer vers ce que nous sommes aujourd'hui, les êtres humains qui se posent des questions. Mais quelque chose que je voulais rajouter, c'est que je pense que pour la plupart des explorateurs, quelque part, quand on explore, à la fin, on se découvre soi-même. À l'image un peu de l'équipage d'Apollo 8, la première fois que des humains passent derrière la Lune, ils regardent la Lune, et puis à un moment donné, à l'horizon, ils voient une tache bleue, qu'est-ce que c'est? Et puis ça monte sur l'horizon parce qu'eux terminent leur rotation. Mais c'est la Terre. Et comme disait Bill Anders, nous sommes partis explorer la Lune, mais ce que nous avons découvert, c'est notre planète Terre. Et je pense que la plupart des explorateurs, d'une façon ou d'une autre, apprennent sur eux-mêmes. Quand ils s'exposent à des milieux plus difficiles d'accès, plus extrêmes, ou qu'ils rentrent en communion avec les éléments qui fascinent, qui émerveillent et qui nous rappellent qu'on est poussière d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir ce qui touchait le cœur des hommes et des femmes, qui découvraient encore des choses aujourd'hui, ceux qui marchaient aussi sur les traces des autres, pour pouvoir faire un relais avec les générations futures, qui vont voir certainement les conditions sur Terre se dégrader, porter un jugement sur nous, aujourd'hui, sur l'exploration peut-être aussi, mais vraiment voilà, faire quelque chose d'intergénérationnel à travers les âges. Et
Et ce qui est important pour moi, c'est les explorateurs sont de fantastiques ambassadeurs de la mémoire poétique. Moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est que quand on leur pose des questions sur leurs souvenirs, ils sont capables de se replonger avec toutes les sensations possibles, l'ouïe, l'odorat, la sensation physique, tout, et le détail des paysages, tout. Vraiment, c'est très, très impressionnant. Et ça, c'est vraiment des choses qui montrent que ce sont des gens qui sont ancrés dans leur environnement, dans la géographie, qui sont attentifs au monde. Et c'est donc des exemples à suivre. Et la mémoire poétique, elle est chez nous tous. Et j'encourage vraiment les gens à s'interroger sur leur mémoire poétique à eux. Qu'est-ce qui la compose ? Comment ils peuvent nourrir leur mémoire poétique ? Et aussi comment ils peuvent aussi prendre exemple sur les explorateurs qui sont vraiment attentifs à la beauté du monde, même dans les moments extrêmement sombres. Parce que là, on a des exemples merveilleux. On oublie que dans l'espace, on est en plein autour. Là, c'est la mort autour, c'est le risque, c'est le danger. Et M. Clarvoy va nous parler que de la beauté, de la fascination, de l'émerveillement. Voilà, c'est ça aussi ce de quoi sont capables les explorateurs et les exploratrices. Et on a des exemples dans le livre aussi où on a des moments assez durs et la grâce arrive. Et voilà, c'est une capacité aussi assez intéressante de voir ces moments-là quand on est entouré de dureté. Une des particularités de ce livre, et puis un des gros avantages de ce livre, c'est qu'il montre aussi que la poésie, la vie qu'on se crée, tant par l'aventure, la science, l'exploration, etc., n'est possible que parce qu'il y a la liberté. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que ce recueil montre que toutes ces vies, toutes ces aventures, tous ces souvenirs poétiques ne peuvent être vécus que parce qu'on est parti de quelque part. C'est pas parti de chez soi. L'étranger est toujours pour l'autre, ailleurs évidemment, par définition. Et c'est cette liberté qu'il faudrait aussi faire comprendre aux plus jeunes générations. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui malheureusement se resserre un petit peu. Aujourd'hui, le monde se referme un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut garder cette liberté d'action, cette liberté de circulation. Parce que sinon, et cette liberté intellectuelle aussi, ça va avec, hein. C'est très important, on n'a pas de souvenir poétique si on est muselé dans son esprit. Il faut avoir toujours l'esprit ouvert. Et aujourd'hui, l'exploration, mais c'est totalement merveilleux. On a coutume de dire, évidemment, qu'on ne redécouvrira pas un continent. Ça, c'est l'affaire est réglée. Mais dans plein de domaines, la science progresse, l'écriture progresse, le reportage progresse. Chacun amène sa pierre à l'édifice. On a aujourd'hui au fin fond des forêts les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, les astronautes qui ont des missions à chaque fois plus compliquées pour faire d'autres choses, trouver de nouvelles choses à faire, de nouvelles manières de travailler, etc. Et puis les écrivains voyageurs écrivent toujours, les grands reporters filment toujours, pas toujours des choses joyeuses, mais c'est l'information et c'est aussi l'aventure. Et il ne faudrait pas laisser croire aux jeunes générations que l'aventure n'existe plus parce que le monde s'aseptise. Il faudrait vraiment laisser voir des perspectives. Et je pense que c'est par ce type d'ouvrage, par ce type de souvenirs, qui, encore une fois, ne s'achètent pas, qu'on ne peut pas trouver en rayon, comme ça, là, facilement sur Internet, et parce qu'il faut se les construire. Et c'est souvent, non pas l'aboutissement d'une vie, mais c'est souvent pas forcément dans les premiers voyages qu'on atteint ce genre de Graal, si je peux m'exprimer comme ça. C'est parce qu'il faut une accoutumance à l'aventure, une accoutumance à l'esprit d'exploration. Et à ce moment-là, on devient véritablement dans sa vie quelqu'un qui a soif de découverte, pas forcément que dans son domaine. Et là, c'est très bien parce que ça, c'est un petit peu la quintessence de ce que les gens pourront trouver. Ça, c'est très important. L'exploration, au départ, c'était juste avec la force, le mental, la santé des humains. Mais la technologie, par exemple des fusées, des vaisseaux spatiaux, depuis à peine 60 ans, permet d'aller plus loin et un jour de retourner sur la Lune, puis un jour d'aller vers Mars. Donc, ce qui nous permet d'aller plus loin, plus longtemps, c'est le fait qu'on arrive à regrouper les efforts de groupes de personnes toujours plus grands. Derrière un vol spatial, il y a des milliers, voire dizaines de milliers de personnes quelque part qui ont contribué à l'assemblage du vaisseau, la fusée, à la contrôler. Et puis la technologie, on arrive à se protéger de mieux en mieux de milieux très très extrêmes.
à s'approcher des plus grands froids, et sans parler de l'espace, évidemment. Donc il faut faire confiance à la science et à la technologie aussi. Mais toujours, parce qu'on est libre, hein. Ça c'est une très bonne... c'est un très très beau message. L'explorateur a choisi d'être explorateur. On n'est pas explorateur de force. Un animal est obligé d'explorer pour chercher où est-ce qu'il y a la nourriture, où est-ce que je peux m'abriter pour me protéger des dangers naturels ou des races concurrentes. Mais l'être humain a une capacité à explorer juste pour accroître son savoir, parce que son cerveau le pousse à augmenter ses connaissances et quelque part inconsciemment peut-être savoir qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va, pourquoi on est là. Et l'exploration du cerveau, de l'infiniment petit, des océans, de l'espace, de l'Antarctique contribue à ça. Et puis on se challenge. L'être humain montre à chaque nouvelle exploration qu'il est capable de supporter des conditions encore plus difficiles que ce qu'on pensait auparavant. Les alpinistes d'aujourd'hui réalisent des prouesses, mais nettement plus élevées en performance que les alpinistes d'il y a 100 ans. Et ça, c'est parce qu'on apprend, qu'on progresse et qu'on tire des leçons des explorateurs d'expéditions précédentes. Dans ce recueil, on trouve aussi le témoignage de Jean-Christophe Caïens, qui était en charge des opérations de recherche de l'épave de l'Endurance de Sir Ernest Shackleton. Et donc, il l'a retrouvé en 2022. Par 3000 mètres de fond en Antarctique. Et c'est grâce aussi à l'évolution des techniques, puisqu'ils ont retrouvé cette épave grâce à des robots. Et c'était plus complexe, c'est ce qui m'expliquait que c'était plus complexe de trouver cette épave gisant sous une banquise dérivant de je ne sais plus combien de kilomètres par jour que d'aller sur la Lune. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Ça marque aussi l'évolution des techniques qui permettent justement de continuer d'explorer les fonds marins qui sont encore très peu connus et qui représentent un paradis pour les explorateurs. Et je voudrais juste signaler que ce livre est illustré par Amandine Comte à l'encre de Chine, qu'elle a fait un travail remarquable pour illustrer les souvenirs des explorateurs.